Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Lisa Young, née le 16 novembre 1972 à Fort Wayne, en Indiana. Elle avait toujours été un rayon de soleil. Avec ses deux sœurs, Christine et Rachel, elle formait une famille unie. Et Lisa se distinguait par sa personnalité éclatante, presque toujours accompagnée de ce sourire contagieux. Ceux qui la connaissaient savaient qu'il était pratiquement impossible de la surprendre de mauvaise humeur. Mais sous cette joie apparente se cachaient des épreuves qui allaient mettre sa résilience à rude épreuve. À 19 ans, la vie de Lisa a pris un tournant radical. Elle est tombée enceinte. Une nouvelle qui aurait pu être synonyme de bonheur, si seulement son petit ami de l'époque n'avait pas disparu dans la foulée, la laissant seule pour affronter cette réalité brutale. Jeune, vulnérable, mais déterminée, Lisa est devenue mère célibataire, assumant avec courage des responsabilités écrasantes. Heureusement, sa famille n'était jamais loin, lui offrant tout le soutien possible. Leur aide ne suffisait pas toujours à combler le vide immense laissé par cette absence. Malgré les obstacles, Lisa a refusé de baisser les bras. Pour son fils Dylan, elle s'est battue comme une lionne, décidée à lui offrir une vie meilleure. Avec le temps, les choses ont commencé à s'éclaircir. En 1995, alors qu'elle avait 23 ans, ses sœurs et une amie l'ont convaincue de sortir un soir. Une rare occasion pour elle de mettre de côté les soucis du quotidien et de s'amuser. Elles se sont rendues dans un club, enthousiastes à l'idée de profiter enfin d'un moment entre femmes. Ce soir-là, le destin, ou peut-être juste un coup de chance, a placé un homme sur le chemin de Lisa. Grand, bien bâti et visiblement confiant, Scott Pattison ne l'a pas quitté des yeux. Rapidement, ils ont commencé à discuter. Les mots semblaient glisser comme une danse, et bientôt, c'était littéralement le cas. Ils ont dansé ensemble, attirant l'attention de tous. L'étincelle entre eux était si évidente qu'on aurait pu la voir depuis l'autre bout de la pièce. Quand la soirée a pris fin, Scott n'a pas perdu une seconde pour tendre à Lisa une carte de visite. Il lui a demandé de l'appeler si le cœur lui en disait. Jusque-là, rien de particulièrement extraordinaire. Mais plus tard, dans le taxi qui les ramenait, Lisa a sorti cette fameuse carte et c'est là que les choses ont pris un tour inattendu. Ce n'était pas une simple carte de visite. Non, celle-ci révélait que Scott n'était pas n'importe qui. Il travaillait comme sosie professionnel de l'acteur Jean-Claude Van Damme. Oui, le Van Damme, le roi des coups de pied retournés au ralenti. Christine, la sœur de Lisa, n'a pas pu s'empêcher de pouffer de rire. Avec un mélange de sarcasme et d'incrédulité, elle a fait remarquer qu'elle espérait que Lisa ne rappellerait jamais ce type. « Il est tellement arrogant », a-t-elle ajouté, moqueuse, critiquant son apparente obsession de se vanter de son travail. Mais Lisa n'a pas vu les choses de cette façon. Scott, avec son sourire confiant et ses manières assurées, l'avait charmée. Elle voyait en lui quelque chose que d'autres semblaient ignorer. Quelques jours seulement après leur rencontre, Lisa a pris son courage à deux mains et a décidé d'appeler Scott. Ce simple geste a marqué le début d'une histoire d'amour qui allait s'intensifier à une vitesse vertigineuse. Les deux ont rapidement commencé à se fréquenter et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils tombent follement amoureux. Exactement un an après ce coup de fil fatidique, le 24 août 1996, Lisa et Scott se sont dit « oui » devant famille et amis, lors d'un mariage à faire rêver les scénaristes de Disney. Leur union avait pour thème les contes de fées et ils n'ont pas lésiné sur les détails. Lisa, resplendissante dans une robe blanche immaculée, arborait un long voile qui semblait flotter derrière elle comme un nuage. Pour son arrivée, elle a choisi une calèche tirée par des chevaux, rien de moins. Quant à Scott, fidèle à son sens du spectacle, il a marqué les esprits en apparaissant brièvement déguisé en bête, inspiré du film La Belle et la Bête. Un clin d'œil audacieux qui a divisé les invités entre éclats de rire et émerveillement. Leur mariage a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires,
une véritable célébration de l'amour et de l'extravagance. Après ce mariage de rêve, Lisa et Scott Pattison semblaient prêts à conquérir le monde, main dans la main. Leur bonheur était presque contagieux. Mais la vie, bien sûr, n'est pas un conte de fées. Très vite, la réalité quotidienne s'est imposée avec son lot de responsabilités et de défis. Scott s'est lancé dans une entreprise de construction spécialisée dans les toitures, un projet ambitieux qui lui demandait beaucoup d'efforts. De son côté, Lisa occupait un poste de direction en marketing tout en jonglant avec 2 emplois. Malgré leurs emplois du temps chargés, un équilibre semblait se dessiner. Dylan, le fils de Lisa, s'est rapidement attaché à Scott, au point de commencer à l'appeler « papa ». Les Pattison, devenus une famille unie, ont déménagé dans une maison spacieuse à La Fontaine, en Indiana, un endroit paisible qui leur permettait de savourer leur prospérité. Entre vacances paradisiaques dans les Caraïbes et soirées conviviales organisées pour leurs amis, leur vie semblait tout droit sortie d'un magazine. Lisa, toujours aussi dévouée, s'est impliquée profondément dans sa communauté et son église, rejoignant plusieurs organisations locales. Elle débordait d'énergie, partageant son amour pour l'art à travers ses peintures et ses créations artisanales, tout en s'amusant avec des jeux de société. Mais leur passion commune pour la santé et le fitness occupait une place centrale dans leur quotidien. Scott, adepte de longue date de l'exercice physique, a convaincu Lisa d'adopter un mode de vie actif. Ensemble, ils ont investi dans leur bien-être, transformant leur sous-sol en une véritable salle de sport. Tapis de course, bancs de musculation, barres et poids, jusqu'à un lit de bronzage, tout était pensé pour maintenir leur style de vie dynamique. Mais cette même pièce, symbole de leur discipline et de leur complicité, allait devenir le théâtre d'une tragédie inimaginable. Le 2 juillet 2009, une tension dramatique s'est installée lorsqu'un appel frénétique a retenti au service d'urgence. Scott Pattison, en route vers l'hôpital, était dans un état de panique. Sa voix tremblait alors qu'il expliquait à l'opérateur que Lisa, sa femme, ne respirait plus et que sa peau avait viré au bleu. Entre 2 respirations hachées, il a raconté l'avoir trouvée allongée sur le banc de musculation dans leur sous-sol, une barre écrasant son cou. Une scène déjà insoutenable, et pourtant, les détails allaient encore prendre une tournure étrange. L'opérateur, tentant de garder Scott calme, lui a assuré qu'une ambulance serait envoyée immédiatement. Mais la réponse de Scott a ajouté un élément troublant. Il a suggéré que l'ambulance pourrait être superflue. Avec un calme paradoxal, il a affirmé avoir tenté la réanimation sans succès, tout en insistant sur le fait qu'il savait ce qu'il faisait, ayant été paramédical dans le passé. Malgré cette assurance, les secours n'ont pas pris de risque. Une ambulance et une voiture de police ont intercepté Scott en chemin vers l'hôpital. Une fois la voiture immobilisée, Lisa a été transférée dans l'ambulance, mais tous les efforts des secouristes ont été vains. À 12h49, Lisa a été déclarée morte. Elle n'avait que 36 ans. Ce qui, à première vue, semblait être un tragique accident, a rapidement pris une autre dimension. Les procédures standards des forces de l'ordre exigent une enquête approfondie dans de telles circonstances. Et ici, les détails méritaient d'être examinés de très près. À l'hôpital, les policiers ont demandé à parler à Scott en privé. Lorsqu'il a été interrogé, l'homme, visiblement plus calme que lors de son appel initial, a présenté une version claire et détaillée des événements. Selon lui, il était rentré chez lui autour de midi, prévoyant un rendez-vous médical un peu plus tard. Il avait planifié de prendre un repas et une douche avant de partir. Lisa, qui était en congé ce jour-là, était restée à la maison. Après sa douche, Scott a affirmé être descendu au sous-sol, où il aurait découvert la scène fatidique. Lisa, inconsciente, coincée sous la barre du banc de musculation. Il a raconté l'avoir libérée immédiatement, tenté de la réanimer, puis, face à l'absence de réponse, l'avoir portée jusqu'à sa voiture pour l'emmener à l'hôpital, appelant les secours en chemin. Son récit, bien que précis, soulevait des interrogations. Les policiers, méthodiques, ont commencé par examiner son véhicule. Chaque détail a été scrupuleusement photographié, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant qu'ils ne procèdent à une inspection du corps de Lisa. Ils ont noté des ecchymoses distinctes sur son cou, correspondant apparemment à la pression exercée par la barre, ainsi qu'une petite abrasion sur son épaule gauche. Des blessures cohérentes, à première vue, avec le récit de Scott. Cependant, quelque chose dans l'air restait lourd,
comme si une ombre planait sur cette version des faits. Cette intuition a poussé la police à inviter Scott pour un interrogatoire plus approfondi. Après tout, la mort de Lisa, aussi tragique semblait-elle, méritait une lumière éclatante. Et c'est souvent dans les détails les plus infimes que la vérité finit par se révéler. Lors de son interrogatoire, Scott a livré un récit minutieux des événements ayant précédé la mort tragique de Lisa. Selon lui, il s'était levé avant 5 heures du matin pour se rendre à la décharge locale, une tâche qu'il voulait accomplir avant d'aller travailler. Avant de quitter la maison, il a embrassé Lisa, un adieu banal sans savoir qu'il serait le dernier. 1 heure et demie plus tard, il était de retour chez lui, où l'attendaient son employé et Dylan, le fils de Lisa, qui travaillait à temps partiel pour l'entreprise de Scott. Les 3 hommes sont ensuite partis ensemble pour une journée de travail qui, à ce moment-là, semblait ordinaire. Quelques heures plus tard, Scott a affirmé être retourné chez lui pour des courses, arrivant vers 11h30. En franchissant le seuil, il a appelé Lisa mais n'a reçu aucune réponse. En entendant de la musique provenant du sous-sol, il a supposé qu'elle faisait de l'exercice. Après 10 à 15 minutes, intrigué par son absence de réponse, il a décidé de descendre. C'est là qu'il avait découvert Lisa, inconsciente, coincée sous l'haltère. Son visage était violacé, ses bras pendaient mollement. Pris de panique, Scott a tenté de la réanimer sans succès. Alors, dans un acte désespéré, il l'a transportée dans sa voiture et s'est précipité vers l'hôpital, conduisant imprudemment. À un moment donné, selon ses propres mots, le corps de Lisa a glissé de la banquette arrière au sol alors qu'il prenait un virage. Cette description a immédiatement fait lever un sourcil aux enquêteurs. Se référer à Lisa comme à un corps alors qu'il était supposé se battre pour sa vie paraissait au mieux étrange, au pire, révélateur d'un détachement troublant. Après tout, à ce moment précis, Scott ne pouvait pas être certain qu'elle était déjà décédée. Ce choix de mots n'était que le premier signe avant-coureur. Les enquêteurs, attentifs à chaque détail, ont commencé à creuser plus profondément. Ce qui semblait au départ être un accident tragique s'est vite transformé en une affaire nécessitant un examen minutieux. Pendant l'entretien, Scott a décrit leur mariage de 13 ans comme « pas parfait, mais fonctionnel ». Il a admis que le couple avait déjà envisagé le divorce, un processus qu'ils avaient même initié à un moment donné. Lorsqu'on lui a demandé qui avait pris cette décision, Scott a révélé que c'était lui, après avoir eu une liaison. Cependant, il a insisté sur le fait que cette aventure appartenait au passé, et que lui et Lisa avaient travaillé à sauver leur union. Des paroles qui, pour les enquêteurs, avaient un goût amer dans le contexte de la situation. Après l'interrogatoire, la police a procédé à un examen minutieux. Le visage, les mains et les bras de Scott ont été inspectés et photographiés, mais aucune égratignure, ecchymose ou blessure récente n'a été trouvée. La maison des Pattison, quant à elle, semblait étrangement ordonnée, sans signe d'effraction ni de lutte. Cependant, les caméras de surveillance montées à l'extérieur de la maison ont attiré leur attention. Pointant vers l'allée et le garage, elles auraient pu fournir des indices précieux. Mais lorsqu'ils ont inspecté l'enregistreur, les enquêteurs ont découvert que le système ne fonctionnait pas. Il manquait un DVD à l'appareil, rendant impossible tout enregistrement récent. Puis l'attention s'est tournée vers la salle de gym du sous-sol, où Lisa avait été retrouvée. La pièce, avec ses équipements de musculation, semblait ordinaire, jusqu'à ce que les enquêteurs examinent de plus près la machine Smith, celle qu'elle utilisait au moment du drame. Cet équipement est conçu pour offrir un environnement sécurisé grâce à ses rails guidés et ses mécanismes de sécurité. Mais ici, plusieurs anomalies ont sauté aux yeux. Premièrement, le banc était positionné de manière inhabituelle, aligné de façon à ce que l'haltère repose directement au-dessus du cou de l'utilisateur, plutôt que sur la poitrine, la position typique pour ce type d'exercice. Ensuite, les mécanismes de sécurité de la machine, censés attraper la barre en cas de problème, étaient détachés et gisaient sur le sol. Enfin, l'haltère, avec ses plaques de poids ajoutées, pesait près de 50 kg. Une charge impressionnante, surtout pour quelqu'un qui s'exerce seul. Les enquêteurs, face à une scène encore floue, ont d'abord envisagé une hypothèse simple. Lisa aurait pu perdre le contrôle de l'haltère, qui aurait alors chuté sur son cou. Cependant, l'absence des dispositifs de sécurité qui auraient dû empêcher un tel accident jetait une ombre sur cette théorie.
En attendant les résultats de l'autopsie, les enquêteurs ont élargi leur champ d'investigation, interrogeant les amis et la famille de Lisa. Leur objectif? Comprendre davantage sa vie, sa relation avec Scott et peut-être découvrir des tensions ou des conflits cachés. Les proches de Lisa étaient sous le choc en apprenant les circonstances de sa mort. Pour eux, l'idée même qu'elle puisse avoir utilisé de lourds haltères était difficile à croire. Lisa, selon eux, ne faisait que rarement, voire jamais, des exercices de développé couché. Dylan, son fils, se souvenait d'ailleurs ne l'avoir vu utiliser la machine Smith qu'une seule fois. Et même à cette occasion, Scott l'avait assisté. Sa préférence allait aux exercices cardio, courir sur le tapis roulant ou utiliser un stepper. Mais il y avait une raison encore plus importante, expliquant pourquoi Lisa évitait les poids lourds. Une blessure à la colonne cervicale, conséquence d'un accident de voiture survenu des années auparavant. Cette blessure rendait dangereux pour elle de soulever des charges importantes. Même au travail, ses collègues prenaient soin de ne pas lui assigner de tâches physiques. Pendant les fêtes, par exemple, il se chargeait de transporter les décorations, sachant que Lisa ne pouvait pas manipuler de lourdes boîtes. Les doutes ne faisaient que croître, et la sœur de Lisa, Christine, n'a pas hésité à partager ses soupçons avec les enquêteurs. Elle n'avait jamais fait confiance à Scott. Selon Christine, Scott avait toujours été un partenaire égocentrique et autoritaire, particulièrement envers Dylan. Un épisode glaçant illustrant ce comportement a refait surface. Un matin glacial, Scott avait forcé Dylan à marcher jusqu'à la boîte aux lettres en sous-vêtements, simplement parce qu'il avait oublié de ramasser le courrier la veille. Christine a également révélé que le mariage de Lisa et Scott était en grande difficulté depuis un moment. L'infidélité de Scott avait déjà poussé le couple à envisager le divorce, et Lisa avait clairement exprimé son désir de mettre fin à leur union. Un détail crucial a alors émergé: Lisa avait récemment décidé de modifier les bénéficiaires de sa police d'assurance vie. Initialement, la somme de 450 000 $ devait être partagée entre Dylan et Scott, mais Lisa souhaitait que Dylan en hérite entièrement. Christine, qui travaillait comme conseillère financière, l'avait même aidé à préparer les documents nécessaires, mais Lisa n'a jamais eu le temps de les signer. Une coïncidence troublante. Le lendemain de la mort de Lisa, ses collègues ont organisé une veillée devant son lieu de travail. Scott, présent, a adopté un comportement qui a immédiatement éveillé les soupçons. Il a tiré Christine à part et, sans détour, lui a demandé si Lisa avait signé les papiers pour l'assurance. Christine, choquée, lui a demandé comment il était au courant. Scott a expliqué que Dylan lui en avait parlé. Cette préoccupation soudaine pour la police d'assurance, à peine 24 heures après la mort de Lisa, était pour le moins suspecte. Mais ce n'était pas tout. Les proches ont également évoqué les habitudes financières douteuses de Scott. Extravagant et vaniteux, il aimait se vanter et ne reculait devant rien pour afficher un style de vie flamboyant. 2 ans avant la mort de Lisa, il avait vidé leur compte de retraite sans son consentement, utilisant cet argent pour financer ses propres projets. Ce comportement imprudent et manipulateur n'a fait qu'intensifier les soupçons à son encontre. Puis les résultats de l'autopsie sont tombés. Les résultats de l'autopsie ont porté un coup sérieux à la théorie d'un accident malheureux. Les os du cou de Lisa n'étaient pas fracturés et sa colonne vertébrale était intacte. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre d'une chute brutale d'une barre de 50 kg, les dégâts physiques n'étaient pas aussi catastrophiques. La cause officielle de la mort a été déterminée comme étant l'asphyxie, causée par une pression prolongée sur son cou. Mais une question troublante persistait. Pourquoi Lisa n'avait-elle pas simplement posé la barre ou glissé hors du banc pour se libérer? Un instant, le légiste a envisagé une crise cardiaque, expliquant que Lisa aurait pu perdre connaissance avant de pouvoir réagir. Mais les tests ont écarté cette hypothèse. Puis, lors d'un examen plus approfondi, une découverte intrigante a été faite. De petites hémorragies pétéchiales étaient présentes sur le dos de Lisa, s'étendant de son cou jusqu'à sa taille. Ces minuscules marques, généralement causées par une pression intense, auraient pu être explicables si elles s'étaient limitées au cou, conséquence logique de l'écrasement par la barre. Mais sur tout le dos, cela suggérait une autre possibilité bien plus sinistre, et si quelqu'un s'était assis sur Lisa, maintenant la barre contre son cou. Pourtant, les preuves restaient subtiles. Les hémorragies, bien que significatives, n'étaient pas suffisamment marquées pour permettre aux légistes de conclure de manière définitive à un acte criminel.
Mais pour les enquêteurs, cette découverte ajoutait une pièce essentielle à un puzzle de plus en plus inquiétant. Le 14 juillet, une autre pièce cruciale est tombée entre leurs mains. Un employé d'une entreprise de surveillance locale a contacté la police avec une information surprenante. Il venait de parler à un client qui cherchait à supprimer toutes les séquences enregistrées par son système de caméra. Ce client n'était autre que Scott Pattison. Les enquêteurs intrigués se sont rappelés que lors de leur perquisition initiale, ils n'avaient trouvé aucun DVD dans le système de stockage des caméras de la maison. Mais l'employé leur a expliqué que les enregistrements n'étaient pas sauvegardés sur des DVD. Ils étaient stockés directement dans la mémoire interne de l'appareil et un disque n'était nécessaire que pour les transférer. Armés de cette révélation, les enquêteurs ont immédiatement obtenu un nouveau mandat et sont retournés chez Scott. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé toute l'enquête. Les enregistrements du 2 juillet, loin d'être effacés, étaient bien là. Et ils racontaient une histoire bien différente de celle de Scott. Dès le début, la chronologie de Scott a commencé à s'effondrer. Les images montraient qu'il avait quitté la maison à 5 heures du matin pour se rendre à la décharge, comme il l'avait affirmé. Mais contrairement à ses déclarations, il était revenu beaucoup plus tôt, à 8h32 précisément. Et ce n'est pas tout. Les caméras l'ont capturé entrant et sortant de la maison à plusieurs reprises. À 9h56, 10h30, 10h57 et 11h38, Scott était clairement visible, se déplaçant autour de la propriété. À un moment donné, il avait même changé de vêtements, passant de shorts à des vêtements de travail. Les données de son téléphone portable ont également confirmé qu'il avait passé plusieurs appels entre 9h57 et 12h14, tous effectués dans les environs de sa maison. Une image particulièrement accablante montrait Scott parlant au téléphone, identifiable sans le moindre doute grâce à la qualité exceptionnelle des enregistrements. Ces nouvelles preuves ont anéanti l'alibi de Scott. Elles ont également confirmé qu'il était chez lui lorsque Lisa a perdu la vie. Selon les conclusions du légiste, Lisa était morte entre 2 et 3 heures avant d'être transportée à l'hôpital, ce qui correspondait au moment où Scott avait été vu près de la maison. Le 15 juillet, Scott a été arrêté. Malgré l'accumulation des preuves, il a continué à clamer son innocence, maintenant qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Lisa. Mais désormais, ses paroles semblaient vides face à la montagne d'incohérences et de contradictions qui l'accablaient. Le procès de Scott Pattison a débuté en octobre 2010, et dès les premières audiences, le tribunal a été plongé dans un mélange de technique et de drame. La pièce maîtresse de l'accusation, la machine Smith elle-même, transportée depuis la maison des Pattison pour être examinée en détail devant le jury. Les experts, sous le regard attentif de tous, ont démontré son fonctionnement. L'objectif de l'accusation était clair, prouver que Scott avait utilisé la barre pour asphyxier Lisa, transformant un équipement d'entraînement en arme mortelle. Le mobile, selon l'accusation, était avant tout financier. Scott redoutait les conséquences économiques d'un divorce. 2 incidents spécifiques venaient appuyer cette théorie. En novembre 2008, Scott avait contacté un expert en évaluation immobilière pour obtenir une estimation de la maison qu'il partageait avec Lisa et Dylan. À l'époque, il avait avoué ne pas savoir s'il pourrait assumer financièrement un divorce. Quelques mois plus tard, en février 2009, à peine 1 mois avant de déposer une demande de divorce, il avait confié à une connaissance qu'il refusait catégoriquement de céder la moitié de son entreprise à Lisa. Pourtant, lors de son interrogatoire initial, Scott avait tenté de convaincre la police qu'il travaillait à reconstruire son mariage. Selon lui, le divorce avait été mis en suspens, un mensonge que les preuves ont rapidement démystifié. Une semaine seulement avant la mort de Lisa, Scott avait confessé à un ami qu'il ne supportait plus de vivre sous le même toit qu'elle et qu'il avait hâte que leur séparation soit officialisée. Dylan, le fils de Lisa, a également témoigné que sa mère semblait déterminée à tourner la page. Elle avait retiré toutes les photos de Scott dans la maison. Puis une révélation glaçante a refait surface. Lors de l'enquête, les policiers ont découvert un rapport datant de 2001. À l'époque, un témoin avait signalé que Scott cherchait quelqu'un pour l'aider à se débarrasser de sa femme. Faute de preuves, cette affaire avait été classée. Mais aujourd'hui, ce rapport offrait une perspective troublante sur l'état d'esprit de Scott. Les infidélités de Scott ont également joué un rôle central dans le procès.
Lisa avait découvert sa liaison plusieurs mois avant sa mort. Bien qu'il lui ait promis d'y mettre fin, Scott avait rapidement repris contact avec sa maîtresse, Stacy Henderson, une femme mariée travaillant à la mairie et dont le mari était policier. Scott ne faisait aucun effort pour dissimuler cette relation. Il parlait ouvertement à ses collègues et amis de son rêve de vivre un jour heureux avec Stacy. Les preuves de leur communication étaient accablantes. Le jour de la mort de Lisa, Scott et Stacy avaient échangé près de 130 SMS, une activité frénétique qui se poursuivait même dans les moments les plus critiques. Alors qu'il conduisait Lisa, déjà morte, à l'hôpital, Scott avait envoyé un message énigmatique à Stacy. 911. 3 chiffres, le numéro des urgences, dont la signification restait un mystère. Était-ce un appel à l'aide, une alerte ou un message codé? Ce qui était certain, c'est que le lendemain de la mort de Lisa, Scott avait envoyé un autre message à Stacy, déclarant froidement « Maintenant que je suis veuf, ton mari essaie de se rapprocher de toi. » Stacy elle-même a témoigné au procès. Elle a confirmé que leur relation n'avait jamais cessé et que, le jour de la mort de Lisa, ils s'étaient même rencontrés et avaient fait l'amour. Stacy a déclaré que Scott lui avait raconté la même version des événements qu'à la police, cherchant visiblement à obtenir son soutien. Dans sa plaidoirie finale, le procureur a dressé un tableau sombre et implacable, un homme obsédé par le contrôle, refusant de perdre financièrement ou émotionnellement. Selon lui, Scott voyait en Lisa un obstacle et en sa mort, une solution à ses problèmes. Les preuves, qu'il s'agisse des mensonges sur sa relation, de son comportement suspect ou de ses communications incessantes avec Stacy, peignaient un portrait glaçant d'un homme prêt à tout pour préserver ses intérêts. Le procès de Scott Pattison s'est transformé en une véritable bataille d'arguments, où l'accusation et la défense ont jonglé entre preuves circonstancielles, interprétation des faits et théories opposées. L'accusation a martelé que l'argent de l'assurance-vie et la relation de Scott avec sa maîtresse Stacy Henderson étaient des mobiles clairs. Selon eux, Scott ne voulait ni subir les pertes financières d'un divorce, ni renoncer à Stacy. De son côté, la défense a tenté de démanteler ces arguments. L'avocat de Scott a souligné qu'il n'existait aucune preuve directe liant son client à la mort de Lisa. Il a insisté sur le fait que, bien que Scott n'ait pas été le mari parfait, cela ne faisait pas de lui un meurtrier. Sa liaison avec Stacy, bien que moralement répréhensible, n'était, selon l'avocat, qu'une aventure sans importance. Quant aux messages échangés entre eux le jour du drame, ils portaient, toujours selon la défense, sur des banalités quotidiennes. La défense a également tenté de prouver que Scott et Lisa avaient effectivement suspendu leur procédure de divorce, citant un remboursement de frais juridiques versés sur le compte bancaire de Lisa. De plus, ils ont présenté un cas survenu dans l'Ohio où un jeune homme était mort de manière similaire, écrasé par une machine de musculation dont les freins de sécurité n'étaient pas engagés. Selon eux, Lisa, peu habituée à utiliser des poids, aurait pu être désorientée ou fatiguée, conduisant à un tragique accident. Le rapport toxicologique est également devenu un élément central de leur argumentation. Il montrait que Lisa avait 3 fois la dose recommandée de médicaments pour perdre du poids dans son organisme. Ces substances, connues pour provoquer des évanouissements ou des battements cardiaques irréguliers, auraient pu expliquer son incapacité à se libérer. Un médecin appelé comme témoin par la défense a contesté les conclusions du médecin légiste. Selon lui, les petites hémorragies pétéchiales sur le dos de Lisa n'étaient pas des ecchymoses dues à une pression, mais des marques naturelles qui apparaissent souvent après un étranglement. La défense a également tenté de minimiser les images des caméras de surveillance, l'une des preuves les plus accablantes contre Scott. Son avocat a expliqué que Scott avait menti lors de son interrogatoire par panique. Il savait qu'en tant qu'époux de la victime, il serait immédiatement suspecté. Cela, selon lui, ne prouvait pas sa culpabilité. Les théories de l'accusation, a-t-il insisté, n'étaient que des spéculations. Mais des incohérences ont émergé lors des témoignages. La mère et la sœur de Scott ont affirmé qu'il ne leur avait jamais parlé de Stacy, cherchant à minimiser l'importance de cette relation. Pourtant, il a été rapidement établi que Scott et Stacy continuaient à communiquer après son arrestation, échangeant même des lettres via sa sœur et sa mère. Le moment clé du procès a eu lieu lorsque le jury, divisé entre culpabilité et innocence,
a décidé de réaliser une expérience pratique pour résoudre leurs doutes. Ils sont retournés sur les lieux du crime et ont utilisé la machine Smith pour tester la théorie. Une jurée s'est allongée sur le banc de musculation et a tenté de se libérer d'un haltère posé sur son cou. En quelques secondes, elle a réussi. Mais lorsque quelqu'un a maintenu la barre en place, toute tentative de mouvement est devenue impossible. Cette démonstration a été décisive. Après 8 heures de délibération, le verdict est tombé. Scott Pattison a été reconnu coupable et condamné à 60 ans de prison. L'avocat de Scott a immédiatement déposé une motion pour annuler le procès, arguant que l'expérience aurait dû se dérouler en présence de l'accusé. Plus tard, un appel a été déposé, affirmant que la nouvelle perquisition des lieux n'était pas justifiée. Les 2 demandes ont été rejetées. La femme avec qui Scott entretenait une liaison, Stacy Henderson, n'est pas sortie de cette affaire sans encombre. Peu après la condamnation de Scott, Stacy a été accusée d'avoir fourni de fausses informations et d'avoir livré un témoignage mensonger lors de l'enquête. Confrontée aux preuves, elle a plaidé coupable à une accusation de fausse déclaration, admettant qu'elle n'avait pas été totalement honnête lors de son interrogatoire par la police. La seconde accusation, celle de parjure, a finalement été abandonnée. Stacy a été condamnée à 180 jours de prison, une peine suspendue sur une période d'1 an, ainsi qu'à 60 jours de résidence surveillée. Une sanction légère mais suffisante pour ternir encore davantage son image. Quant à Scott, même derrière les barreaux, il n'a pas renoncé à son obsession pour Stacy. Malgré sa condamnation, il a continué à déclarer à ses proches qu'il aimait sa maîtresse et espérait qu'un jour, ils pourraient être ensemble. Une déclaration qui en dit long sur ses priorités. Aujourd'hui, les registres pénitentiaires confirment que Scott Pattison est toujours incarcéré à la prison d'État de l'Indiana, à Michigan City. La première date à laquelle il pourrait espérer une libération est fixée à 2039. Mais d'ici là, il lui faudra affronter chaque jour les conséquences de ses actes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce récit vous a captivé, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires intrigantes. Prenez soin de vous et à très bientôt.